Yeah, right. Bonjour à tous et à toutes. Rentrée d'automne 2023 en 3 parties sur YouTube après en avoir fait 14 versions live dans différentes médiathèques de l'Ouest de la France et malheureusement n'avoir pas pu me rendre en Suisse, Suisse que je remercie et salue au passage en espérant bien que ce soit partie remise pour l'année prochaine, disons. C'est un peu ça qui m'a décidé à délivrer une petite rentrée par YouTube, qui sera donc en 3 parties. La partie d'aujourd'hui s'appelle Contes et décomptes, manière de thématiser sans thématiser, de regrouper une quinzaine de livres. Il y aura 3 épisodes, donc ça fera une cinquantaine de livres. Une quinzaine de livres de romans parus fin août, donc, et qui m'ont marqué de façon très diverse et les relier par, certes, des angles, par des points communs, thématiques, mais tout aussi souvent formels, euh, par des motifs, par des affinités, faire un cheminement libre dans une quinzaine de titres en espérant que vous trouviez là-dedans de quoi vous sustenter. Pour commencer, un petit extrait d'un livre sorti cette rentrée qui s'appelle Le livre de la rentrée de Luc Chomara aux éditions La Manufacture. À cet endroit du livre, un éditeur de La Feuille discute avec son ami libraire. Et le libraire lui dit ceci: plus personne n'a le temps de lire de toute façon, en tout cas pas tout ça. La rentrée littéraire, c'est 500 titres, peu ou prou. Forcément, on choisit les gagnants comme on joue au tiercé. Toi, par exemple, combien tu lis de livres par an? Je ne sais pas, entre 10 et 20, 30, 50, aucune idée, je n'ai jamais fait le compte. Tu pourrais en lire 500 en un mois? Ou même en 3 mois? Mathématiquement, oui, peut-être. Mais je ne suis pas sûr que je les comprendrai, je suis quelqu'un de lent. J'ai besoin de savourer le texte. Et puis, tu as bien raison. Voilà, ce livre de Chomara, qui s'appelle tautologiquement le livre de la rentrée, en forme d'astuce méta, dont on trouve la signification assez vite en quatrième de couverture, en la reliant avec ce que raconte le livre. Donc, le récit, c'est celui des aventures, si j'ose dire, de La Feuille, qui est un éditeur sous pression, suite à trop peu de succès récents et que sa boîte met en demeure de faire un coup à la rentrée littéraire. Et donc il cherche le livre de la rentrée et pour ça va voir un de ses auteurs, un auteur à qui il a été et qui lui a été longtemps fidèle, qui s'appelle Luc, c'est tout ce qu'on sait, et qui habite dans les Landes. Et c'est la femme du dit Luc qui l'accueille, et cette femme est splendide, et aussitôt il en tombe éperdument, sinon amoureux, du moins subjugué, et assez vite amoureux. Cette femme le fascine donc, et c'est d'abord à une comédie romantique à quoi l'on assiste, ce que le livre va rester au premier degré, une pleine, joyeuse comédie romantique d'un éditeur qui est bien embêté d'attendre le livre d'un auteur dont il veut conquérir la femme. Une, euh, une sorte de vaudeville littéraire. Et puis ce qui petit à petit apparaît à nos yeux en même temps qu'aux siens, si j'ose dire, de La Feuille, c'est que le livre que lui fournit Luc, c'est le livre que nous sommes en train de lire, celui-là, le livre de la rentrée. Et si je parlais de la quatrième de couverture, ou du moins du rabat tout à l'heure, c'est qu'il se rend compte à un moment que qu'il semble être le protagoniste de ce livre, mais que c'est pas la première fois que ça arrive, qu'il a été également le protagoniste de précédents livres du dit Luc, intitulé L'espion qui venait du livre et le dernier thriller norvégien, lesquels figurent dans la bibliographie de Luc Chomara. Tout étant dans tout, l'intrigue devient vite vertigineuse, délicieuse, très calvinienne à cet endroit-là, toujours légère et en même temps profonde. Elle se raille du milieu de l'édition, mais c'est finalement un décor assez mineur. Ce qui m'a le plus emporté dans ce livre, c'est d'abord cet aspect-là, cet aspect méta. Je vous dis jusqu'au vertige, on se demande jusqu'à la fin comment tout cela va pouvoir se goupiller, se terminer, où est le réel, où est la fiction, où est la limite surtout entre les deux. C'est un roman délicieux pour les gens qui veulent de la légèreté, c'est souvent ce qu'on demande. Alors il n'est pas que léger, il est profond, mais effectivement très suave et frais dans
façon de se présenter, d'arpenter les choses. Le livre de la rentrée de Luc Chomara à la manufacture des livres. Et je ne saurais ne pas le relier, cette histoire de livre dans le livre et de vrai et de faux, à celui-ci, N'ajoutez rien de Fabrice Chillet, aux éditions Bouclard. N'ajoutez rien, ce sont les deux derniers mots, l'exquipit, la dernière phrase d'un livre existant, lui, semble-t-il, auquel Fabrice Chillet s'intéresse, puisqu'il lui est volé alors qu'il est en train de le lire, et donc ensuite il le cherche. C'était c'est une espèce de livre manquant et perpétuellement manquant, qui pourtant a existé, parce que là, c'est le rabat qui nous l'indique aussi. Le livre dont c'est sorti s'appelle L'été deux fois. Il est signé Christian Costa et il date de la fin des années 80 aux éditions de Minuit, qui n'ont pas pour habitude de laisser les livres s'épuiser. Et ça étonne énormément notre narrateur, Fabrice Chillet a priori. Hein. On est dans une forme d'investigation non fictionnelle qui part en quête de ce livre mystérieux, qui, plus il avance dans son enquête, plus ce livre nous semble faux. Hein, comme en contrepoint à ce que je racontais à propos de Chomara, ce livre-ci, réel, fait un effet miroir au faux livre de Chomara, qui en est un vrai. En l'occurrence, l'affaire et l'enquête autour de Christian Costa amène Fabrice Chillet a rencontré un intercesseur mystérieux qui s'appelle Daban et qui fait non pas le légataire, mais qui a acquis l'intégralité du stock des livres de Christian Costa, hein, ce qui à la fois les fait disparaître de la circulation et leur assure une prospérité, enfin en tout cas une, leur assure une, j'ai pas le terme, leur assure une existence, leur assure une conservation, à l'instar d'un bibliothécaire. Et ces aventures de bibliophile que raconte Fabrice Chillet dans ce livre. Ce qui est assez formidable, c'est plus on avance, plus ça nous semble improbable, plus ça nous semble naviguer dans un territoire mystérieux, je vous dis, bibliophile éclairé et maniaque. Et plus ça avance et plus ça nous étonne de voir à quel point c'est réel et de constater la réalité des faits, puisque le livre dont il est question a fini par être réédité dans le courant de cette rentrée, suite à l'existence de cette enquête de Fabrice Chillet aux éditions Bouclard dans la collection Tout est vrai ou presque. N'ajoutez rien de Fabrice Chillet. Livre dans le livre et film dans le film. Là aussi, légèreté, profondeur, quelque chose d'extrêmement accessible, d'extrêmement séduisant, d'extrêmement réjouissant. C'est toujours ce qu'a produit Régis de Samorera avec un vif tropisme pour le cinéma. Il y avait un livre très astucieux il y a quelques années au Diable Vauvert qui s'appelait Comme dans un film. Donc moi, je me suis rué sur celui-ci dès qu'il est paru hein, dans la rentrée prestigieuse d'Albin Michel. Il s'appelle Les Grands Enfants. Et c'est un livre dont je suis content de vous parler, surtout avant Noël, parce que je trouve qu'il n'a pas eu l'écho qu'il mériterait. Hein. Ça, c'est le jeu aussi, on s'en rend compte au bout de 3 mois d'une rentrée littéraire. Il y a des appelés et tous ne sont pas élus. Celui-ci mériterait pourtant largement d'être élu. Je vous raconte l'intrigue et pourquoi je le lis au livre précédent, c'est qu'ici, il s'agit de mettre un film dans un livre. Le livre de Régis de Samorera nous raconte un film. Il nous raconte un film sans jamais en faire précisément le synopsis. Il nous raconte un film de façon chorale par les gens qui l'ont fait, à savoir d'abord un génial et maudit binôme de frères dont l'un est le scénariste et l'autre le réalisateur, hein, qui sont absolument impossibles à inventer, mais surtout tout un aréopage qui constitue l'équipe et la vaste multitude de personnes qui sont reliées dans la fabrication d'un objet comme un film. C'est-à-dire on s'en rend n'étant pas du milieu du cinéma et en étant extérieur, on n'en a qu'une impression très vague. Et ici, ça devient beaucoup plus concret, c'est-à-dire que sont requis les témoignages, les récits d'un stagiaire, de la productrice, de la monteuse, du régisseur, de la personne de l'hôtel qui les a accueillis, car le film, sa réalisation, son tournage, ont pour particularité de se passer dans une forme de légère anticipation, à un moment où on en est au 38e ou 39e confinement, une sorte de prolongation donc de ce que nous avons vécu lors du Covid, mais par extension. Il y a aussi autre chose qui fait de ce livre une légère anticipation, c'est que le sujet, c'est celui des robots, hein, comme la couverture l'indique. Des robots, des androïdes qui auraient acquis assez de
de solidité, assez d'indépendance pour être quasiment l'égal des humains, du moins cohabiter avec. Et c'est cette cohabitation-là que le film raconte. Et c'est la réalisation de cette cohabitation au sein d'un film que le livre nous raconte. Or, je l'ai dit, hein, ça se passe en temps de confinement, donc certains sont masqués, d'autres ne sont pas masqués parce que les robots n'ont pas à l'être. Et ça donne quelque chose de vertigineux, de très drôle souvent. Et surtout, l'air de rien, ça raconte de façon gentiment et malicieusement documentaire ce qu'est le cinéma, aussi bien dans sa conceptualisation que surtout dans sa fabrication. Je vous en donne deux exemples hein, de cette chorale. Un stagiaire café, me souviens à peine du tournage, chaque jour j'avais la gueule de bois. La productrice, savoir intégrer les aléas d'un tournage à la fabrication d'un film est la marque des grands cinéastes. Si les deux frères n'en étaient pas capables individuellement, l'un par manque de souplesse, on ne peut pas tourner cette scène aujourd'hui, elle se passe un mardi et on est un jeudi. L'autre par excès, tiens, un chien qui passe, gardons-le, ça donnera de la vie. Leur association les dotait d'une agilité prodigieuse face à tous les imprévus. Obstacles ou même coups durs qui, comme cela arrive souvent dans l'existence, ne demandaient qu'à se transformer en bienfait. Même la mort d'une personne, pour peu qu'elle laisse place à une autre, peut se révéler providentielle. Il n'y eut pas de mort sur le plateau. Les bagarres qui explosaient çà et là entre robots et humains, ou plutôt entre les acteurs qui les incarnaient, ne réclamaient pas de soins que la trousse de secours de l'hôtel ne suffise à prodiguer. Mais nombreuses furent les embûches qu'à eux deux le réalisateur et le scénariste surent transformer en jaillissements. L'exemple le plus frappant demeure la scène dite de l'aspirateur, scène qui, dans le scénario original, ne faisait pas mention du moindre appareil électroménager. Le jour du tournage, c'est l'absence de l'actrice qui jouait la mère de l'héroïne, victime à son réveil d'une fulgurante migraine, qui, par des rebonds que même la psychanalyse aurait du mal à suivre, a incité les deux frères à choisir un aspirateur afin d'occuper sa place, pour ne pas dire son rôle, dans la scène. Les grands enfants, Régis de Samorera, édition Albin Michel. On parlait de livres dans le livre, en voici un autre livre dans le livre. Le livre au centre du livre de Nina Allan, Conquest, traduit de l'anglais par Bernard Sigaud aux éditions Tristram. Le livre au centre de ce livre-là s'appelle lui La Tour. Et cette tour est la pierre d'angle, ou pierre philosophale. C'est la clé d'un système d'interprétation du monde, plutôt complotiste, qu'ont entrepris d'élaborer des mélomanes, fans de Bach, ce qui est le cas du premier narrateur du livre, mais qu'on va vite perdre de vue puisqu'on va partir à sa recherche. Le premier narrateur du livre s'appelle Franck et Franck disparaît d'emblée. Et ces affaires de décryptage du monde à l'aune de Bach, de décryptage de messages qu'on suppose extraterrestres, grâce à Bach, grâce à la lecture de ses partitions, de sa musique, c'est ce qui va le faire disparaître. Ça, on le sait très vite. Et donc, on est très vite plutôt inquiet. Et on suit une enquêtrice, personnage de femme géniale, comme tous les personnages sont géniaux et profonds dans ce que fait Nina Allan. Hein, c'est une grande écrivaine réaliste à cet endroit-là. Elle nous fait exister des personnages et de ce fait, c'est une sacrée romancière. On suit l'enquête à la poursuite de Franck et donc dans ces eaux troubles de complotistes, conspirationnistes, en tout cas individus qui ont décidé sur des forums, sur Internet, se regroupant en communautés parallèles, de lire le monde différemment de la lecture qui en est faite ordinairement. Alors comme évidemment, on sait que la présentation du monde par le storytelling est elle-même problématique, on sait que le complotisme procède logiquement et est produit logiquement par un récit tronqué et officiel, mais apporte des réponses toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Ce livre-là, la façon dont ça fonctionne et dont ça fonctionne terriblement et dont ça fonctionne avec, tout en produisant notre angoisse, il sinue entre les deux, c'est-à-dire jamais Nina Allan ne prend parti, jamais Nina Allan ne met en boîte ses complotistes, toujours elle nous inquiète un peu plus. Ça rend le livre passionnant et l'enquête plus haletante que celle d'un thriller. Et puis, je vous disais que c'est une grande écrivaine réaliste, alors que c'est a priori de la science-fiction, n'est-ce pas? Bah oui, les deux.
C'est aussi une grande écrivaine conceptuelle, car dans le livre, c'est La Tour. La Tour, il nous en est fait question, il en fait mention souvent, il en est souvent question. La Tour est au cœur des obsessions des personnages, et La Tour, il est dedans. Un des chapitres, c'est La Tour, novella d'une soixantaine de pages, qui est un récit complètement dingue dans lequel on se retrouve embarqué, le carnet d'un architecte dans un monde imaginaire ressemblant au nôtre. Et je ne vous en dis pas plus, mis à part que ce qui est formidable, puisque c'est une grande romancière, c'est que ce livre est dedans, ne gêne pas la lecture de l'autre, ne l'altère pas. Aussitôt commencé, on est dans la tour. Aussitôt la tour terminée, on retourne avec nos personnages avec une aisance phénoménale. Donc tout est intéressant, tout est conceptuel, euh, tout est sujet à cogitation, interprétation, mais tout est fluide. C'est formidable. Nina Allan, Conquest, aux éditions Tristram. Alors, autre queen du fantastique hautement littéraire, on ne la présente plus non plus, Emily St. John Mandel aux éditions Rivage avec La mer de la tranquillité, traduit de l'anglais canadien par Gérard de Chergé. Nous sommes nombreux à avoir découvert Emily St. John Mandel avec Station Eleven, hein, qui était une histoire de pandémie et de dystopie. Ici, la pandémie est encore là. On navigue à plusieurs époques. Certains personnages, d'ailleurs, font des clins d'œil au livre précédent d'Emily St. John Mandel, aussi trouvé, comme dans L'Hôtel de Verre, le précédent. Euh, et, et ça se passe à plusieurs époques. C'est organisé en plusieurs époques. Ça commence en 1916, ensuite on est en 2020, ensuite on est en 2200 et quelques. Et le livre suit un arc comme ça jusqu'à un point culminant qui doit être 2003 ou 2400, sur la Lune, où est situé l'Institut du Temps, qui est le, le point nodal de l'intrigue, le lieu et l'acteur principal de ce livre, qui est un institut officiel de voyage dans le temps. Ça, on le sait assez vite, du moins dès la deuxième partie. La première étant assez mystérieuse, se situant dans, dans le champ du fantastique presque gothique, forêt mystérieuse en 1916. Mais ce qui peut d'abord ressembler à une suite de nouvelles sont absolument liées entre elles. On comprend assez vite que le lien a forcément à voir avec le voyage dans le temps. Par contre, on ne sait pas lequel. Et qui est une altération, un bug ou un décalage spatio-temporel. Et c'est là-dessus que le livre spécule. Et non seulement il spécule en étant une mécanique génialissime, mais à l'instar de ce que peuvent produire les récits de voyage dans le temps, il est aussi une formidable machine à produire de la mélancolie. Euh, à l'instar de la jetée de Grismarker, par exemple, hein, si vous vous en rappelez. Bref, le voyage dans le temps, il est métaphoriquement quelque chose en rapport avec le temps qui passe et qui ne revient plus. Les gens qu'on va voir dans le passé et qui sont tous morts, qui vont tous mourir, dont on sait comment ils vont mourir, et le tragique muet que cela apporte. Ce qui est magnifique, c'est Saint John Mandel, c'est que l'un n'emporte jamais sur l'autre, hein, à l'instar de Nina Allan que j'évoquais, c'est-à-dire que c'est parfait narrativement, les personnages sont pleins, les points de vue sont fins. La mécanique est géniale, mais le sentiment est profond. Ça s'appelle La mer de la tranquillité d'Emily St. John Mandel aux éditions Rivage. Et bon, petit à petit, on a quand même glissé vers ce qu'on appelle le genre, et donc celui-ci, ce premier roman paru aux éditions Belfond de Raphaël Zamochnikov, qui s'intitule La Maison Vénéneuse, est tout à fait intéressant hein, sur ces questions de confluence. Ce livre est un roman fantastique à la Stephen King, puis ce livre est une chronique de l'adolescence dans les années 80. Le narrateur s'appelle Arthur, c'est un préado dans la campagne dans les années 80. Il vit dans une grande maison à la campagne. Il a les jeux, les fascinations, les embrouilles, les activités qu'on a à ces âges-là, l'ennui aussi qui va avec. Et ça décrit formidablement l'époque. Et c'est une chronique de ça. Non pas le pavillonnaire, mais la France moyenne. Et qui s'ennuie, hein, évidemment, hein, qui n'a pas grand-chose d'autre à faire que du vélo-cross autour. Et puis qui attend. Sauf que cette attente est ponctuée d'angoisse parce que d'emblée, on le sait, la maison de Arthur a voulu l'assassiner, plus précisément l'étrangler. Et donc, on est sur le motif de la maison hantée,
Était-elle hantée? Jusqu'à quel point est-elle hantée? Est-elle réellement responsable des tourments qui s'affairent, des tourments qui s'en prennent à Artie? Je ne le dirai pas, bien sûr, puisque tout l'équilibre fin du livre repose là-dessus, sur le fait d'être deux choses à la fois, évidemment, hein, d'être pleinement une chronique de l'adolescence et pleinement un roman fantastique. Or, le narrateur principal n'est pas complètement fiable, puisque, aussi sincère soit-il, il est un adolescent. Et un adolescent, un pré-ado puis un adolescent, c'est plein de pulsions, c'est plein d'angoisses, c'est plein de fantasmes. Donc on est toujours sur cette brèche-là. Il se trouve que, par ailleurs, le livre est, m'a-t-il dit lorsque j'ai pu l'interviewer, est absolument autobiographique ou presque. Donc un livre fantastique à la Stephen King, totalement autobiographique, avec une maison qui assassine. Que demande le peuple? Des premiers romans de cette envergure, c'est pas si souvent. Donc bravo Raphaël Zamochnikov et vraiment je vous le conseille. Aux éditions Belfond. Je parlais du fantastique et aussi de l'horrifique. Le hasard a mis sur mon chemin deux livres terribles en cette rentrée. Différemment, mais terribles. Nicolas Chemla, l'abîme que j'ai eu l'occasion d'interviewer, hein, c'est au Cherche Midi que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans un débat à Besançon, livre dans la boucle. Là, c'est tout d'abord un livre qui rend hommage au genre, puisqu'on on a tous les canons du fantastique en quelques pages. On est face à une maison où il s'est produit quelque chose de terrible, une vieille façade gothique parisienne mais ancienne. Et il s'est produit quelque chose de terrible et de mystérieux. On est dans des canons du fantastique. Le livre rend hommage au genre. Et puis ensuite, c'est le journal d'un narrateur, et on se doute que voilà, c'est le journal du disparu. Là aussi, hein, forme classique du roman fantastique, hommage au genre. Et ce journal, tout d'abord presque anodin, glisse d'abord dans le mystère, sous l'influence d'un chat, très doux mais très mystérieux, aussi animal hein, classique du fantastique, n'est-ce pas? Et puis d'un voisin de l'immeuble et d'un bibliophile chez qui il se rend. Et le livre parvient à quasiment compiler en fait tous les schèmes les plus classiques du fantastique. Il est un absolu, voilà, une mise en abîme d'hommage au genre. Mais faisant ça, il n'oublie pas, soudain, de basculer dans quelque chose de terrifiant que je ne vous raconterai pas, mais de réellement terrifiant. Via Internet et via certaines backrooms vraiment cradingues. L'abîme porte bien son nom. C'est un livre terrifiant et assez magistral de Nicolas Chemla aux éditions du Cherche Midi. Et puis Jérémy Fell, malgré toute ma rage, alors j'avais découvert Jérémy Fell avec son premier livre et je n'avais pas eu le temps de lire les précédents. Il nous est présenté, lui, comme le Stephen King français, hein, ce qui est toujours un argument marketing, parce que lui-même le dirait, il n'y a que Stephen King pour être Stephen King, n'est-ce pas? Pour autant, il est là, lui aussi, dans quelque chose, dans une réflexion sur ce genre de l'horreur et du fantastique, qui est celui dans lequel il a baigné, qu'il nourrit et qu'il essaie de renouveler, de réinventer, puisqu'évidemment, faut réinventer avec ce qui a déjà été fait aussi. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que cette intrigue de jeunes filles huppées, dont l'une disparaît en Afrique du Sud, qu'on prend en antipathie dès le début, tellement elles nous sont présentées comme des ravissantes idiotes privilégiées, donc nous met dans une position de lecteur ambiguë et intéressante. Euh, L'une d'entre elles disparaît et tout est ponctué d'hommages au genre. Sans arrêt, des films fantastiques passent par là. Il est fait mention d'héritage de pop culture et de fantastique. Et bon, on va suivre l'enquête de fausse piste en fausse piste. Je n'en dirai pas plus, hein, ça se passe en Afrique du Sud. L'un des enquêteurs est noir, les jeunes femmes sont blanches, la propriétaire est une ancienne africanaire. Le pays en question est donc au cœur également des préjugés qui fondent les fausses pistes, sans en dire plus. Et puis le livre est magistralement construit par une suite de personnages qui sont tous des privilégiés, notamment du monde de l'édition. On repense à l'affaire Matnef, hein, soit dit en passant. Et 7 personnages construisent le récit, c'est comme un récit choral, mais à la différence de ceux que j'évoquais tout à l'heure, ce récit choral-là progresse linéairement. C'est-à-dire qu'il y a une première jeune femme qui nous raconte l'affaire telle qu'elle l'a vécue,
et puis ensuite l'enquêteur sud-africain qui prend la suite, et puis ensuite un personnage parisien, le père d'une des victimes, qui prend la suite et qui raconte sa version. Et je vous garantis que ça a beau faire 500 pages, on est surpris à chaque fois de la différence entre les versions et de, ouais, disons-le, de nouveaux crimes, tous plus barbares les uns que les autres. Donc effectivement, il faut avoir le cœur et les tripes bien accrochés pour lire Jérémy Fell, mais alors ça tient largement ses promesses. Ça s'appelle Malgré toute ma rage, et le titre n'est pas littéral au sens le monstre qui parlerait. Le titre a plutôt une connotation politique qui n'est pas anodine. Le livre, l'air de rien, hein, derrière le fait de se planter dans un genre, est aussi une forme de roman social et de réflexion sur ce qu'offre notre monde à celles et ceux qui n'en sont pas les privilégiés. Jérémy Fell aux éditions Rivage, malgré toute ma rage. Alors je parlais du genre, il y a un genre qui, comme dirait, est passé du rayon science-fiction aux affaires courantes aussi, hein, qu'on appelle la dystopie ou le récit post-apo, et le très malicieux, le très talentueux Thomas Gunzig au Diable Vauvert, hein, dont je pense que tous les livres ont figuré dans mes présentations des dernières rentrées, tellement ils sont savoureux, fluides et beaucoup plus profonds qu'ils ne s'en donnent l'air. Ici, l'ambition est plus là d'emblée, le livre est plus gros. Rocky, dernier rivage, avec son titre pourtant lui-même aux allures de farce, n'est pas exempt de nous plonger dans de profondes spéculations. Il part d'une idée géniale, hein, ce qui est toujours le cas avec Gudzik. C'est d'abord en premier lieu un grand scénariste, un type qui sait exploiter une idée. Alors l'idée, c'est celle de la fin du monde. Celle-là, elle n'est pas originale. Elle est dans beaucoup de livres de la production, mais la fin du monde du point de vue d'un privilégié. C'est-à-dire que le narrateur principal est millionnaire, fait fortune dans l'informatique, et son obsession en cas de fin du monde est de mettre sa famille à l'abri, ce qu'il parvient à faire. Ce qu'il parvient à faire, et donc on a une famille qui vit isolée dans une maison au bout du monde, une maison hyper luxueuse, hyper sécurisée, avec des domestiques et une autonomie de ressources à l'infini, donc qui est sauvée en somme. Qui est sauvée, mais qui est seule. Et une Robinsonade luxueuse reste une Robinsonade, et l'homme seul à, face à son destin et face à lui-même, même au bout du monde, eh bien, se pose toujours un certain nombre de questions. C'est ce que fait ce livre, euh, et qui bascule notamment. Bon, il y a pas mal de choses qui se passent, mais qui basculent notamment, et ça c'est pour référer au titre, lorsque l'infinité de ressources culturelles dont il dispose en arrivant, dont notamment des centaines et des centaines de films, se voit disparaître du fait d'un orage magnétique, et il ne reste qu'un film, un seul, une seule ressource culturelle pour toute cette famille, c'est Rocky, le 1. Et donc une famille de privilégiés au bout du monde, seul au monde, avec un film, Rocky. C'est absolument savoureux, c'est extrêmement pertinent sur plein de questions, tout en étant toujours ouvert, c'est jamais donneur de leçons. C'est remarquable et très plaisant. Ça s'appelle Rocky, Dernier Rivage, de Thomas Gunzig. Le genre aussi, hein, le même, hein, le récit d'après la catastrophe, entrepris différemment. Avant la forêt de Julia Collin aux éditions Forge de Vulcain, comme nous l'indique cette couverture extrêmement graphique, comme les Forges ont l'habitude d'en produire. Avant la forêt, c'est un récit de survie, un récit d'après la catastrophe, et qui commence in media res dans la catastrophe, ce qui lui donne une première partie de toute sa force et le rend certainement accessible à un public assez jeune, je pense, parce qu'on est dans l'action d'une famille qui a fui, parce que c'est le chaos. Alors, je ne vous le détaille pas, le livre le fait très bien. Les villes sont devenues indépendantes, il y a une déliquescence de l'État, Marseille est tenue par des mafieux. Une famille fait étape à Marseille avant de s'établir à la campagne, en Ariège, où elle peut récupérer une maison, mais qui est une masure et qu'il va falloir reconstruire. Et donc c'est un récit de survie, mais aussi de survie politique, c'est-à-dire comment le petit village en question en Ariège tient, c'est par un sens du collectif extrêmement élaboré, résiste aux envahisseurs et puis aux,
au manque de ressources. Sauf que ça demande une organisation extrêmement contraignante et ce que ça pointe, c'est est-ce que toute possibilité de survie à notre époque gangrenée passera forcément par des formes de communisme éventuellement totalisantes. Le livre, là encore une fois, ne prend pas parti, juste il réfléchit. Puis il réfléchit avec les forces de la nature aussi, hein. Il y a un côté fantastique et merveilleux parce qu'il y a une enfant dedans qui s'avère très vite avoir un rapport particulier avec les forces de la nature alors qu'elle vient de la ville, parce qu'en fait, c'est une sylve. Et là, dans le même temps que ce que je vous expliquais, le récit, tout en étant réaliste et un récit de survie, prend aussi un tour euh, presque japonisant. On pense à Chihiro, on pense au récit de nature de certains mangas, et c'est absolument merveilleux. Voilà, donc Avant la forêt de Julia Collin, premier roman également remarquable, ou tout aussi remarquable aux éditions Les Forges de Vulcain. Je mentionne en passant, mais celui-ci, j'ai pas la couverture, alors bon, c'est quand même beaucoup plus dommage, que Éric Pessan, émérite auteur productif, auquel je suis fidèle dans ses différents genres. Il produit un de ses meilleurs livres qui s'appelle Ma Tempête, lequel parvient à mettre en abîme ses différentes obsessions dans un format court qui est celui qui lui réussit bien aussi. Ma Tempête, c'est le monologue d'un metteur en scène en rupture de banc, puis surtout à la dèche, qui, alors que la tempête fait rage dehors, entreprend, à défaut de pouvoir la monter sans doute, de monter tout seul dans son salon, sur le canapé, la tempête de Shakespeare à sa fille. Et ça raconte la tempête tout en racontant ce que le personnage principal qui monologue y met. Et c'est un très beau livre sur le temps qui passe, un très beau livre de politique, un très beau livre sur l'art aussi, pas du tout euh, génial, mais combatif et drôle, hein, puisque cette situation et pleine de l'énergie du désespoir. Donc ça s'appelle Ma Tempête d'Éric Pessan, aux Forges de Vulcain également. Et je parlais d'enfants là, hein, cette sylve dans Avant la forêt, puis la gamine à qui le narrateur de Pessan raconte la tempête, eh bien c'est l'enfance qui tient un lieu de clé de ce premier roman très joli, mais pas seulement, d'Adèle Fugère qui s'appelle J'ai 8 ans, je m'appelle Jean Rochefort. Alors moi j'étais convaincu déjà dès ce titre et puis ça n'a pas cessé. Ce qui est très fort sur ce livre, c'est que là, il est encore plus court, hein, c'est quasiment une novella. Il se tient sur ce fil euh, qui pourrait rompre, qui tient par la grâce de la courteur de ne jamais complètement nous expliquer. C'est-à-dire que, à l'instar des meilleurs récits jeunesse, tout est dans le titre, hein, comme un credo magique. Une gamine Rosalie, qui à 8 ans décide, parce que la vie n'est pas tous les jours facile, d'être Jean Rochefort et donc d'avoir une moustache et, et de traverser la vie sociale, la vie scolaire et la vie tout simplement avec cette forme de déguisement qui est aussi un talisman. C'est... Voilà. Est-ce que c'est métaphorique? Est-ce que ça l'est pas? Jusqu'à quel point? Comme dans les meilleurs récits jeunesse, je le disais, ça n'est pas éclairci, ça tient. Ça tient juste la longueur qu'il faut pour que il ne faille pas s'embarrasser de cohérence ordinaire. Donc on est vraiment dans l'ordre du merveilleux, du poétique et du sensible aussi. C'est-à-dire qu'il y a une politesse là-dedans non pas du désespoir, mais de la mélancolie derrière. Parce que ça peut vouloir dire tout un mal-être, ça peut poser très profondément la question du genre qui peut peupler des enfants tout petits. Ça peut, mais ça n'est pas obligé. Et puis voilà, cette simple phrase, j'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort, les deux associés, c'est comme si c'était une impossibilité chimique qui produit ce livre et ce si gracieux livre. Donc de Adèle Fugère aux éditions Buchet-Chastel, premier roman. Alors, comment j'enchaînais ensuite? Livre dont on a beaucoup parlé à la rentrée et je m'en suis pas lassé. Même si je lui prête pas les mêmes qualités que les gens qui en parlaient. C'est étonnant. Même si là, elles sont hein, dans ce que je vais vous lire. Mais Maria Pourchet, avec Western.
qui a été le premier grand succès de la rentrée. Je ne sais plus s'il a obtenu des prix, il a dû être dans certaines listes, mais il avait déjà épuisé les médias, on va dire, hein. C'est ce qui se passe avec la rentrée. Maria Pourchet était partout, ce qui n'enlève rien aux qualités du livre. Euh, et on en a fait partout le portrait. Or, je crois qu'au-delà même de ce que ça dit, au-delà même des situations féminins, masculins, au-delà même du portrait toujours ambigu d'homme qui est fait dans ce Pourchet-là comme dans le précédent, qui mettent un peu mal à l'aise, on les aime pas, ces personnages masculins. Au-delà de tout ça, que je sois d'accord ou pas en profondeur avec ce que le livre raconte, je suis emporté. Je suis emporté par quoi? Par quelque chose de l'ordre de la musique. Il s'agit de faire le portrait d'Aurore. C'est pas vraiment Aurore qui parle, hein, c'est encore une fois, c'est Pourchet, c'est en ce sens-là où c'est de la musique. Il y a cette narration dans cette rythmique-là. Et donc Aurore, ce serait là le bon moment pour lui demander, mais que se passe-t-il, Aurore? Elle pourrait répondre en face, je suis sans ressources, je suis vide, à peine un reste de vie rassemblé dans ce mouvement limité et timide qu'est le mien depuis mon enfance de fille et dont participe jusqu'à mon langage. Mes phrases courtes et polies pour dire depuis des années, je ne viendrai pas, pardon, pardon, je suis fatigué, j'ai un enfant, je n'ai pas faim, maman est morte, je rappellerai. Je marche depuis des lustres au réflexe et sur la mémoire du ressort. La fin du modèle et la fin de ressources, ce n'est pas que les pays, c'est nous. Et j'ai toujours été de mon temps. Coïncider de tout son corps avec son temps, elle a l'habitude, c'est vrai. L'époque a toujours fait d'Aurore ce qu'elle voulait, sans souci des contradictions. Elle a tout avalé sans rien dire, à commencer par Tchernobyl à 6 ans, à plein poumon, puis les conneries sur l'Europe réunifiée en pleine tête. La pilule microdosée, le nom à Maastricht, le sperme, d'abord un peu puis tout, car dans elle, on disait que c'était coupe-faim. Du jus d'ananas pour maigrir, des médicaments pour les problèmes de thyroïde avalés avec l'explication. Non, les thyroïdes déglingués, ce n'est pas Tchernobyl, les tirs d'Ukraine à six pattes, oui, mais pas elle. Elle a cru à l'amour comme marché, à la libéralisation des échanges hommes-femmes, à la pensée en termes d'offres et de demandes, puis offensive et force de vente. S'est appliquée à déclarer ses sentiments la première, y compris sans certitude, s'entraînant ainsi à ne plus être un objet passif du désir. Elle a cru au travail, à la patience, et qu'en France on pouvait rire de tout. Elle a cru pour un discours de vieux Stahl, moins mal écrit que d'habitude, que le communisme était une idée neuve. Elle est descendue dans la rue, elle est remontée, fourbue, et aspirant fermement au clan, à la propriété. Elle a travaillé plus pour gagner la même chose, puis travaillait moins pour aucune différence. Elle a été normale et cynique, libérale et ratissée, amoureuse, patiente, infidèle, sadique et à nouveau calme, a fait des injonctions sous la peau. Écoute encore Noir Désir sans faire exprès quand ça tombe, lit la presse quand ça sonne, par alerte sans verbe, par scandale. Elle manque de temps, d'informations, d'idées. Elle manque de gens pour lui dire de quoi elle a l'air, ce qu'elle devrait faire pour inverser la courbe. Elle doit tout à ses parents, à l'entreprise. Elle doit 26 000 euros au Crédit Lyonnais, sans compter les pénalités. Elle doit son faire assimilable à la sécurité sociale. Elle manque d'arguments pour ne pas se haïr de devoir tant, alors elle en rajoute. Elle doit désormais 10 balles par mois à l'UNICEF, par virement automatique. Elle ne sait pas dire non, et ils sont venus par deux dans l'immeuble. Ils sonnent à l'heure du repas ou du bain des enfants et vous demandent gentiment ce que vous faites pour les autres, les agonisants, les analphabètes. Elle a signé sans regarder, après tout 10 euros plus ou de moins sur un découvert. Enfin, voilà, de son temps, Aurore, le nôtre, anorexique et repenti, une vague honte et la carence un peu partout. Et ça dit le manque chez Aurore et chez nous. Et cette musique-là, et cette manière qu'elle a de chanter l'époque et de chanter nos solitudes et nos mélancolies, Maria Pourchet, je l'entends autrement ailleurs, mais je l'entends chez nul autre comme dans sa musique à elle. Voilà, et c'est sans doute la première qualité que j'y trouve, le premier effet d'emportement que ça me fait. Maria Pourchet, Western, aux éditions Stock. Puis je vais devoir enchaîner une lecture aussi, parce que ça ne s'explique pas autrement. Un livre comme Le Conte est bon de Louis-Daniel Gaudin. On y vient à cette histoire de conte, hein. Maria Pourchet, Le Manque et Tout Devoir. Ben, Le Conte est bon, c'est aussi une histoire d'argent, du moins c'est aussi une histoire de nombre. Le narrateur qui nous raconte sa vie entière, alors en forme d'autofiction, parce qu'il ressemble largement à l'auteur, sa vie entière du point de vue du malentendu, surtout sa vie entière du point de vue du manque, d'argent peut-être, mais surtout du manque par rapport au nombre. Il manque toujours quelque chose. Alors bien évidemment, l'argent est très symbolique là-dedans, mais tout démarre avec le nombre zéro qui pose problème quand il est petit. Et puis un peu plus loin, là je suis au début du livre, c'est ainsi qu'il nous raconte un trauma d'enfance. Quand l'enfant joue à faire l'épicerie avec de l'argent Monopoly et sa caisse en plastique, il aime que les choses se déroulent exactement comme ça. La personne qui achète des aliments donne de l'argent à celui qui fait la caissière et celui qui fait la caissière, en retour, donne de l'argent à celui qui achète les aliments. L'enfant veut que ça se déroule exactement comme ça, sinon il pleure, il veut que ça se déroule exactement comme ça, parce que c'est ce qu'il voit à l'épicerie, quand il y va avec sa mère qui travaille elle-même à l'épicerie. Si on reçoit de l'argent en retour de notre achat,
C'est qu'on a donné plus d'argent que le montant demandé. Si on reçoit de l'argent en retour de notre achat, c'est parce qu'on a par exemple donné un billet de 20 dollars pour une commande qui en coûtait 18. On comprend ça aujourd'hui. Mais il y a un temps de l'enfance durant lequel on ne comprend pas tout à fait ce système. Tout ce que l'enfant voit, c'est de l'argent donné à la caissière, de l'argent redonné par la caissière, un échange. C'est ce qu'il est habitué de voir où il va et quand il y va avec sa mère. Il voit sa mère donner de l'argent à la caissière et la caissière donner de l'argent à sa mère. Et quand sa mère travaille, il voit une madame donner de l'argent à sa mère et sa mère donner de l'argent à une madame. Alors quand il joue à faire l'épicerie et qu'il paye sa commande en donnant le montant exact, sans savoir qu'il vient de donner le montant exact, quand il paye sa fausse épicerie en donnant le montant exact à sa sœur et que sa sœur ne lui redonne rien en retour, rien d'autre que les aliments achetés, il pleure devant cette injustice, il pleure parce qu'il ne sait pas encore compter, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Les enfants naissent dans les choux, on peut acheter des choux à l'épicerie, on peut acheter des enfants. Et donc dès l'enfance, dès le premier courrier, la première lettre au Père Noël, tout est là. Dès l'énumération du zéro par sa sœur, tout est là. Dès cette histoire d'épicerie, tout est là. Quelque chose manque, quelque chose va manquer. Ce quelque chose ne saurait se compter, ne saurait se dénombrer, mais toujours les nombres ramènent à ce qui manque. C'est un livre avec arrière-fond psychanalytique absolument fascinant. C'est magistral pour un premier. C'est canadien dans son emportement, enfin dans sa liberté en tout cas. C'est aux éditions de la Peuplade. Ça s'appelle Le Compte est bon et je sais pas, c'est du Lacan et du Penquin. C'est plein de choses différentes à la fois. C'est drôle, comme j'espère l'avoir fait entendre, et soudain tragique. C'est extrêmement touchant. Et là encore, l'enfant, c'est le point de vue enfant. Extrêmement singulier, hein, c'est pas, cet enfant-là, c'est pas le même que l'enfant d'un autre livre, ce Louis Daniel, avec ce prénom qui manque aussi, enfin ce nom de famille qui manque en partie, et puis quelques jours qui manquent entre sa date d'adoption et sa date de naissance originelle. C'est un narrateur à qui on s'attache énormément, en dépit, voire avec ses problèmes qui, après tout, sont certainement aussi les nôtres. Sa solitude, bien propre, qui résonne certainement aussi avec la nôtre, la solitude qu'on a depuis l'enfance. Le Compte est bon de Louis-Daniel Gaudin aux éditions La Peuplade. Alors, pour finir sur les questions d'argent, un page-turner hallucinant, grand roman balsacien de la finance et des données, Le dernier étage du monde de Bruno Markov aux éditions Anne Carrière, là aussi un premier roman d'un type qui a bossé dans le domaine. Si c'est balsacien parce que c'est une histoire de revanche sociale, on le sait d'emblée, hein. Le narrateur a quelque chose à régler dans cette entreprise de consulting, parce que l'un des consultants qu'il poursuit est responsable de la mort de son père, un cadre sacrifié comme d'autres de France Télécom lors d'une charrette optimisée par cet ancien consultant que Victor poursuit, qui maintenant progresse dans le business des données et de l'intelligence artificielle. Alors il se trouve que Victor, son arme, c'est les maths. Victor Laplace, donc, est un petit génie des maths, programme depuis l'âge de 8 ans, fait des algorithmes tout seul depuis l'âge de 12 ans, et a donc cette force-là, ce talent-là, qu'il va essayer d'utiliser pour conquérir le pouvoir, pour venger ce que le pouvoir a buté ou a écrasé, en l'occurrence son père. L'enjeu narratif stressant va être celui-là, c'est-à-dire va-t-il monter, comment va-t-il faire pour monter, thriller économique à cet endroit-là, et puis va-t-il y laisser son âme? Est-ce que gagnant, il va vraiment gagner ce qu'il comptait gagner, à savoir par la vengeance, quelque chose de l'ordre de la pureté. Évidemment, tout ça est très compliqué, puis je ne vous dis pas la fin, mais ça se dévore, c'est extrêmement informé sur des choses comme le PageRank de Google, qui détermine, selon Victor, les rapports sociaux réels, hein, IRL, entre des personnages, et qu'il essaie d'activer et de manipuler. C'est stressant, c'est plein d'enjeux moraux extrêmement pertinents, politique et technologique aussi. C'est informé, habile et ça ne nous fait pas des longs placards d'explications, ça les envoie au bon moment. C'est-à-dire que d'un point de vue romanesque, c'est bien foutu cette affaire et c'est remarquable. C'est remarquable d'intérêt et ça se dévore encore une fois. Comme un vrai bon grand thriller économique. Bruno Markov, Le dernier étage du monde aux éditions Anne Carrière. Bon, et puis pour finir, eh bien, le vrai faux. Trust, Trust ou l'histoire d'un financier,
d'un vrai faux financier, dont vous lisez la biographie, qui est plus vrai que nature, qui est un industriel qui devient financier. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'il délaisse dès la fin du 19e, par une sorte de prescience, les industries lourdes dont il est héritier pour verser dans l'économie. Et puis ça, c'est le premier livre. Et c'est la première biographie. Et moi, j'en suis là, hein. C'est ce qui m'arrive avec les gros livres de l'hiver. Je les garde des fois pour l'hiver. Et donc, j'ai lu le premier quart de ce livre. Et je démarre à peine donc de Hernan Diaz, Trust, aux éditions de l'Olivier, prix Pulitzer, et traduit de l'américain par Nicolas Richard, dont là où j'en suis, le traducteur lui-même m'a promis que la suite était un vertige absolu. C'est-à-dire que je suis déjà à ce stade-là de ma lecture, hyper sustenté de cette fausse vie plus vraie que nature, hein, comme les Américains savent l'inventer, c'est-à-dire bigger than life, un personnage de fiction improbable et tellement réel, une sorte de financier générique qui en lui-même ben, raconte les États-Unis, raconte notre ère économique. Et j'ai hâte de savourer ce qui m'a été promis par la suite, à savoir que ensuite c'est un autre financier ou un autre personnage, mais que les rapports entre eux sont étonnants et je ne sais pas encore lesquels ils sont. J'ai donc hâte d'y voir de plus près. Sur ce, je vais donc bientôt vous laisser pour retourner le lire. Hernan Diaz, Trust, aux éditions de l'Olivier, traduit par Nicolas Richard de l'Américain. Et puis du coup, clin d'œil sur le volume 2, hein, puisque c'est les éditions de l'Olivier, je dirais un mot de cette merveille qu'est le Château des Rentiers de Agnès de Sarthe, et ça me permet de faire une sorte de teasing, puisque ça, ce sera dans le volume 2, intitulé Les Réels, de cette série de YouTube de rentrée, hein, en 3 tomes. Donc Agnès de Sarthe, le Château des Rentiers, on en parle très bientôt. Merci de votre attention.